Please be seated. Yes, Mr. Joss. Vous avez la parole, Maître Jossi. Réponse merci, Monsieur le Président. Abordons rapidement une autre catégorie de témoins. Ceux que je qualifierais de témoins internationaux. Bien entendu, tout ce que nous avons déjà dit à propos d'autres témoins s'applique à ces témoins internationaux aussi. Mais soyons plus précis. À cet égard, Monsieur Fer, dans ses arguments, s'était forcé de défendre avec passion l'intégrité et l'honneur des colonels Kangori et Nikolai. Parlons rapidement maintenant du colonel Kangori et plus tard du colonel Nikolai lorsque je parlerai des menaces qui lui auraient été proférées. En ce qui concerne le colonel Kangori, bien sûr qu'il n'aborde pas directement les charges retenues contre Guerrero. Et pour nous, il est donc d'une importance secondaire. Dans notre mémoire, page 156, paragraphe 181, nous présentons des arguments solides quant à la qualité de sa déposition. M. Fer essaie de défendre le courage, l'honneur de M. Kangori, mais nous disons que ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui compte, c'est les dires de ce témoin. Et pour le dire de façon, avec un euphémisme, c'est de piètre qualité ce qu'il nous a dit. Mais ça ne vous en dit pas beaucoup plus, car ce qui compte, c'est la fiabilité de ces dires. D'après l'accusation, ces dires sont au-delà de tout doute raisonnable. Pour nous, c'est un non catégorique. Nous vous exhortons à examiner d'un œil critique et éclairé sur ces témoins internationaux qui jouent un rôle important dans les charges retenues contre M. Guerrero, parce que les témoins n'étaient pas internationaux n'étaient pas les parties belligérantes. Ce n'est peut-être pas élégant, mais il faut le dire. Il se peut. Ça ne veut pas dire que ces témoins doivent être nécessairement des témoins qui disent la vérité, comme a essayé de vous le dire M. Teyer. C'est une erreur d'essayer de dire cela, parce qu'ils sont enclins à, tout comme tout autre être humain, à dire des choses inexactes, surtout quand la situation est stressante. Et c'est bien dans ce genre de situation que ces hommes se sont trouvés au cours des événements concernant cette affaire. De plus, dans ce procès, on ne saurait nier un fait très clair. Certains de ces témoins internationaux avaient un vrai motif de minimiser toute responsabilité morale qu'ils auraient dû endosser eux ou d'autres membres de la communauté internationale face au fait que leur inaction, ou plutôt leur inaction, a pu contribuer d'une façon ou d'une autre aux événements qui ont fait l'objet de nos débats pendant 3 ans et qui auraient joué un rôle éventuel dans les tueries. Disons-le simplement, il faut examiner de façon très critique, avec beaucoup de discernement, ce qu'ont fait ces témoins. Comment le dire mieux que par cette citation que j'ai soumise à Edward Joseph le 24 août 2007, en fin de contre-interrogatoire, à la page 14262. La situation n'est pas bien reprise au compte rendu d'audience. C'est une citation du livre Morevi de la Yougoslavie. Dans ce livre qui a une très bonne réputation, The Letter and Silva. Voici les citations que j'ai soumises aux témoins. Faire un récit contemporain de la guerre
en Yougoslavie ou des guerres en Yougoslavie, c'est naviguer entre des eaux difficiles qui sont battant de la malhonnêteté voulue, mais d'une façon de se tromper soi-même. Et ceci, c'est vrai pour beaucoup des combattants, bien sûr, mais aussi pour ceux qui étaient animés des meilleures intentions de paix lorsqu'ils sont venus dans ce pays. Nous reprenons ces mots et ils nous serviront de commentaires pour commenter la façon dont ont témoigné les témoins internationaux et beaucoup de témoins en général. Et je pense qu'il serait sage que vous teniez compte de cette citation au cours de vos délibérations. Passons à un sujet différent. Des erreurs qui, à notre avis, se trouvent dans le mémoire en clôture de l'accusation. Mais auparavant, je voudrais dire au nom de mon équipe que nous avons commis une erreur assez grave dans notre mémoire. Monsieur Teyer l'a remarqué, mais il a eu la gentillesse et l'élégance de ne pas vous le dire. Je pense que nous avons fait une erreur au niveau de la numérotation et Monsieur Teyer a eu l'obligeance et l'élégance de ne pas vous le dire expressément. Je ne lui ai pas parlé de cela personnellement, mais je pense qu'il avait détecté cette erreur et je le remercie de la façon dont il s'est comporté sur ce point. L'accusation, dans sa mémoire, s'appuie sur la pièce 6D de 84. En fait, c'est un document car il n'a pas été versé au dossier. Page 49, note de page 344. Ça a été soumis en partie au témoin Kosovac, mais la pièce n'a pas été versée au dossier. Puis au paragraphe 1.7. 5.4, note 4.2.4.8, l'accusation dit que lorsque Mladic et Milovanovic étaient absents, l'homme à qui on faisait rapport, on rendait compte, c'était Gvero. Et ceci est mentionné. Mais en fait, il faisait rapport soit à Djukic ou à Gvero, qui étaient les membres les plus haut placés du quartier général principal, de l'état-major principal, lorsque Mladic ou Milovanovic étaient absents. Puis au paragraphe 1.7.7.5, note 4.2.9.5, l'accusation s'est appuyée sur la déposition de Skarbic pour dire que Mladic savait aussi que Gvero se trouvait au poste de commandement avancé de Pribitchevac. En fait, Skarbic a dit à la page 1.5.6.1.9 que, je le cite, Mladic aurait dû savoir, fin de citation, si un assistant du commandant allait au poste de commandement avancé. Il n'a pas dit ou que ce soit qu'il savait effectivement que Gvero était allé cette fois-là au poste de commandement avancé. Au paragraphe 1.8.0.1, l'accusation déclare à propos de l'ordre apparemment donné par Gvero, ordre qui porte la cote P45, je cite, il a participé directement à la capture et à la mise en détention de prisonniers musulmans et les a qualifiés de bandits et de criminels. Fin de citation. Ce n'est pas bien rendre ce document que de dire cela. Nous estimons qu'il n'y a de toute façon pas suffisamment de preuves contre le général Gvero. Qu'a dit ce document? Il a dit que parmi eux, parmi ces hommes se trouvaient des criminels et des bandits. Incidemment, s'agissant de cette affirmation qu'on trouve au paragraphe 1801 du mémoire de l'accusation, celle-ci dit ceci, je la cite, « Cet ordre a sans nul doute entraîné de nombreux sévices commis par les soldats de la VRS, commis sur des soldats et sur les musulmans se trouvant dans la connaissance. » C'est tout à fait exagéré. Ce n'est pas du tout étayé par les moyens de preuve soumis. Ce n'est pas une conclusion raisonnable et a fortiori pas une conclusion fournie au-delà de toute doute raisonnable.
paragraphe 1806, note 43-42, l'accusation dit que la proposition de Tolimir, la pièce 192 et le dernier ordre de Mladic, 5D P35, qui est aussi connu sous la cote, mais qui n'a pas été admise sous cette cote P200 2897, 13 juillet. Le fait que c'est allé à Gvero n'est pas un hasard parce que ceci relevait, a-t-il été dit, des compétences de Gvero. Et dans ce paragraphe que je viens de citer, la déposition de Skerbic, qui va des pages 15616 à 15617, le général Skerbic dit que les points 1 à 4 de l'ordre définitif de Mladic relevaient des compétences de Gvero. Fin de citation. C'est de vous induire en erreur, car on a montré à Skerbic la pièce P192. On ne lui a pas montré la pièce 5DP 35A. Je vous ai déjà dit que c'est la même pièce que celle qui porte la code P2897. Ce qui compte, c'est que un de ces deux documents est tout à fait différent. Il dit carrément autre chose. Il y a donc une confusion dans l'esprit du procureur sur la portée, la teneur du témoignage de Skerbic. Je vais vous montrer ce qu'il en était vraiment. Il a dit d'accord. Et vous croyez qu'au point 1, quand on interdit l'accès à toutes les personnes non autorisées pour ce qui est de filmer ou de photographier les prisonniers, c'était dans les compétences du général Gvero, n'est-ce pas? Réponse de Skerbic. Oui, ça tenait en partie de ses compétences, mais uniquement cette deuxième partie, parce que c'était la police militaire qui avait la charge, qui était responsable ou chargée d'empêcher les gens de photographier ou de filmer. J'espère qu'ainsi toute la lumière est faite sur ce point. Au paragraphe 1346, l'accusation, plus exactement à la note de bas de page 43-46, l'accusation dit que Tolimir a fait cette proposition nouvelle à Gvero parce que c'était lui le général le plus haut placé. Mais en fait, Milovanovic n'a fait que dire ceci à la page 12-368. Sans doute, je pense que oui. Fin de citation, parce que Gvero était l'officier le plus ancien du quartier général de l'état-major principal. Sujet suivant, je l'aborderai rapidement. J'y ai déjà fait allusion dans la présentation d'arguments à l'audience plutôt que par écrit. Il s'agit de la décision de la Chambre d'appel dans l'affaire Perlich, rendue le 26 février 2009. Intitulé Présentation de documents à charge pendant le contre-interrogatoire de témoins à décharge. Nous soutenons que cette décision a apporté les précisions voulues sur ce sujet. Si cette décision avait été connue plus tôt dans ce procès, nous estimons que ceci aurait une incidence considérable sur l'admission de beaucoup de documents qui ont été versés à la demande de l'accusation après la phase 98 bis. En fait, le critère établi par la présente Chambre le 17 décembre 2008 est tout à fait différent du droit désormais décidé et régi par la Chambre d'appel. À la lumière de la décision de la Chambre d'appel, nous affirmons qu'il vous faut examiner tous les documents présentés par l'accusation après la phase de l'article 98 avec énormément de circonspection et surtout en tenant compte des critères établis par la Chambre d'appel. Et ceci m'amène à une autre question de droit, celle de l'avertissement. Les équipes de la défense se sont plaintes dans leur mémoire en clôture du changement apporté par l'accusation dans
sa théorie au niveau de l'acte d'accusation, mais aussi pour ce qui est de l'avis qu'il fallait donner de ce changement à la défense, pour ce qui est de GEPA, mais aussi pour ce qui est de la présence présumée de Gvero à GEPA, page 262 à 265 du mémoire de l'accusation. Nous disons ceci. Pourquoi était-il nécessaire d'avoir un acte d'accusation à ce point précisé? La contribution présumée de Gvero se trouve au paragraphe 76 de l'acte d'accusation et c'est à cela que devait réagir la défense. Et vous, à notre avis, vous devrez vous prononcer sur ces éléments-ci s'agissant de sa participation présumée. Le reste n'est pas nécessaire, pas besoin d'explication. Pourquoi donner tant de détails dans l'acte d'accusation si on va plus tard faire du saucissonnage au moment du procès? Maître Fauveau vous l'a dit. Elle vous a dit qu'elle s'était appuyée sur votre décision du 31 mai 2006 et elle vous a dit que l'accusation n'avait pas respecté votre décision. Je pourrais peut-être être plus précis s'agissant des allégations qui sont maintenant retenues contre M. Gvero et qui sont importantes. Parlons d'abord des convois. L'accusation fait grand cas du rôle qu'il aurait joué pour ce qui est de restrictions apportées à l'aide humanitaire des Nations Unies notamment et au convoi de réapprovisionnement. Paragraphe 217, 218, 223 et 1765 à 1769 du mémoire en clôture de l'accusation. Ces allégations, vous ne les trouverez pas dans l'acte d'accusation. La défense a certes en partie réagi et répondu aux assertions, aux allégations vagues de l'accusation qu'on trouve dans le mémoire préalable au procès quant au rôle qu'il aurait joué pour restreindre l'approvisionnement en carburant à la fort pronnue aux pages 188 à 197 de notre mémoire, mais ceci ne saurait compenser le préjudice causé à la défense qui n'a pas été averti de ce qu'on allait de façon plus générale faire des allégations quant au convoi et à l'aide humanitaire. Si c'est bien ce qu'affirme l'accusation, à savoir que Gvero a contribué à cette entreprise criminelle commune présumée en apportant des restrictions, en imposant des restrictions, à ce moment-là, nous pensons que le droit est très clair. Nous le disons au paragraphe 89 à 90, les actes et comportements de Gvero. Lorsqu'on allègue de telles restrictions, eh bien, ils auraient dû être précisés mieux que ce qui n'a été fait au paragraphe 76 de l'acte d'accusation. Nous constatons la réponse de M. Maklowski à la page 34313 à un point soulevé dans la même veine par la défense Miletic. C'est parce que M. Maklowski a mentionné les paragraphes 50 à 54 de l'acte d'accusation s'agissant des allégations retenues contre Miletic au paragraphe 75. Nous n'avons pas de commentaires à faire pour dire si Miletic était suffisamment averti par l'accusation au paragraphe 50 à 54. Vous trouverez une autre référence au paragraphe 76. Mais ce qui est clair, c'est que l'accusation n'a pas suffisamment informé Gvero des charges précises que l'accusation allait retenir contre lui. Nous ajoutons que M. Maklowski n'a fait aucune mention des allégations relatives au Gvero au moment de ses propos liminaires contre Gvero. Or, ceci a été utilisé pour répondre aux arguments présentés par Maître Fauveau. Nous vous exhortons à ignorer tout à fait le mémoire de l'accusation lorsqu'il parle du rôle qu'aurait joué Gvero pour restreindre l'aide humanitaire et les convois des Nations Unies. Ceci n'a pas été présenté suffisamment clairement et il n'y a pas eu avertissement préalable de la défense. Pareil pour la directive numéro 7.
Que dit l'accusation aujourd'hui? Et c'est important. Apparemment, Guerrero aurait été présent à la réunion de Bielona et à celle de Zvornik en 92. Nous nous opposons aux allégations du procureur. Et je vais ici être précis. Au paragraphe 28 à 32 du mémoire en clôture de l'accusation, au paragraphe 56 à 61, au paragraphe 70, 1757 à 1763 au paragraphe 1765, ainsi que dans les conclusions à la page 34 051 et quelques pages plus loin, à la page 34 056, ainsi qu'à la connaissance qu'aurait eu Guerrero des mesures prises pour appliquer les 6 objectifs stratégiques avant le 8 mars 1995. On ne trouve pas ces allégations dans l'acte d'accusation, pas plus que dans le propos liminaire ou au cours du procès. C'est un exemple, à notre avis, d'effet de surprise qui est au détriment de l'accusation. La défense s'oppose à l'utilisation de ces sujets par l'accusation car ils ne sont pas du tout un élément de contexte pour placer l'action de Guerrero dans son contexte, mais plutôt comme étant des allégations intervenant de façon spécifique pour prouver la responsabilité de Guerrero et sa participation à l'entreprise criminelle commune pour le transfert forcé des populations musulmanes de Srebrenica et Jepa. Nous disons que l'accusé a le droit de savoir ce qu'on va lui reprocher dans l'acte d'accusation. Nous relevons aussi que la Chambre a compétence pour rejeter un élément de preuve si le principe de l'équité du procès est mis à mal, car pour être équitable, un procès doit assurer l'avertissement préalable. Et je vous ai déjà cité l'affaire Kupreskic, arrêt Kupreskic, paragraphe 92. Enfin, sur ce point, la défense de façon associée, mais de façon plus générale aussi, intervient sur la présence présumée de Guerrero et la connaissance qu'il aurait eue lors des réunions de Bielona et Zvornik, en plus de la connaissance qu'il aurait eue des 6 objectifs stratégiques et de la directive 4. Ce n'est bon que pour établir le contexte, parce que ce sont des éléments qui sont au niveau temporel en dehors de la période couverte par l'acte d'accusation. Pour évacuer tout doute, nous informons que ceci s'applique au paragraphe of the prosecution's final brief. Ceci s'applique aussi au paragraphe 67 et 71. Le président, les interprètes vous demandent de ralentir. Maître José, merci. Je m'excuse auprès des interprètes. Merci de m'avoir signalé, Monsieur le Président. Le juge Cohn, vous devez sans doute répéter la partie où vous citez les paragraphes. Paragraphe 28 à 32, dit Maître Joss, 56 à 61, 70, ainsi que le paragraphe, les pages paragraphe 1757 à 1762. L'acte d'accusation le dit clairement. Le moment où l'objectif commun criminel de l'entreprise criminelle commune qui était de transférer par la force ne peut au plus tôt avoir commencé que le 8 mars 1995. Nous trouvons utile aussi de voir que la mention des 6 objectifs stratégiques et de la directive 4 se trouve dans l'acte d'accusation sous la rubrique contexte. Paragraphe 19 à 21 de l'acte d'accusation. Nous trouvons ceci tout à fait instructif, éclairant. Et la Chambre devrait uniquement s'appuyer sur ces éléments pour voir quel est le contexte des charges retenues contre les accusés. Et il ne serait pas juste de s'appuyer sur ces éléments de preuve
pour chercher à voir si les accusés encourent une responsabilité pénale quelconque. Un point connexe, mais quelque peu différent, Madame et Messieurs les juges. Des conclusions sont faites par l'accusation qui nous semblent des plus générales, à l'emporte-pièce sur les éléments constitutifs de l'entreprise criminelle commune, éléments qui ne sont aucunement soutenus par des éléments de preuve. Je vais faire référence à certaines assertions, affirmations qui sont essentielles pour voir si notre client encourt sa responsabilité pénale individuelle par rapport à savoir la connaissance de l'objectif supposé criminel de l'entreprise criminelle commune. Et il y a vraiment très peu, trop peu d'éléments apportés à l'appui de cette affirmation. Il y a surtout le paragraphe 1744. Le mémoire dit que vu la position, le poste qu'il occupait depuis le début à l'état-major principal, Guerrero avait parfaitement connaissance d'activités et avait participé activement, ce corrige l'interprète, à la politique de Republika Srpska et de la VRS qui était d'éloigner la population civile musulmane de la Bosnie orientale, comme le disent les 6 objectifs stratégiques et les directives 4 et 7. Un point similaire se présente en ce qui concerne le paragraphe 1747. Je paraphrase ce que disait l'accusation. Elle dit que Guerrero est responsable, qu'il a informé les officiers et les effectifs des objectifs importants de la RS et de la VRS qui étaient de séparer la population musulmane de la population serbe et qu'il y avait des raisons à le faire. Fin de citation. Et enfin, paragraphe 1760. On y parle de Biena et de Zvornik et l'accusation dit, je cite, « Il ne fait aucun doute que Zvero avait une connaissance précise de la politique du nettoyage ethnique énoncée à la directive 4. » Nous sommes vraiment placés face à un dilemme parce que nous nous sommes plaints de ceci. Nous avons présenté des griefs et nous vous avons demandé une décision favorable. Il n'en demeure pas moins que ces questions, elles se sont posées, mais elles furent posées, à notre avis, très tard, à une phase très tardive de la procédure. Vous allez peut-être vous prononcer contre nous, mais nous estimons avoir le devoir envers M. Guerrero de soulever cette question. Nous disons qu'il y a eu absence d'avertissement, d'information préalable. L'accusation a changé sa théorie. Ce qu'elle dit n'est pas soutenu par les éléments de preuve et nous avons une démarche, nous prenons une démarche générale qui s'appuie sur le particulier comme sur le général. Et c'est maintenant Maître Kargovic qui va exposer ce point de façon plus détaillée. Le Président, merci Maître Josse. Maître Kargovic, vous avez la parole. Le Président, merci Maître Josse. Maître Kargovic, bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, mes éminents collègues. Monsieur le Président, comme mon collègue Maître Josse a déjà dit, la question pour qui se pose pour ce qui est de la participation du général Guerrero au transfert au déplacement de la population de la Bosnie orientale a été pour la première fois posée par le procureur dans le mémoire en clôture où il a retenu des allégations contre lui à ce sujet. Pour ce qui est de 6 objectifs stratégiques que le procureur donc a mentionné dans le mémoire en clôture, page du compte-rendu 34 350, il appelle cela la Bible de la séparation ethnique. La position de la défense par rapport à cela, dans notre mémoire en clôture,
se trouve à la page 121 et nous considérons que la Chambre de première instance dans l'affaire Kraïchnik a rendu une décision raisonnable et a constaté que les objectifs stratégiques n'ont pas eu de caractère illicite et n'ont pas été de caractère ou de nature à incriminer. Au paragraphe 1757 du mémoire en clôture du procureur, le procureur mentionne une réunion à Bielina en septembre 1992 à laquelle, d'après le procureur, le général Gvero était présent. En interprétant cette réunion, pour le procureur, les 6 objectifs stratégiques ont été l'objet principal de cette réunion, ce qui n'est pas vrai. Si vous regardez le témoignage du témoin Simic, page du compte-rendu 28 649 jusqu'à la page 28 651, vous allez voir donc que la fin de cette réunion était tout à fait autre, à savoir c'était apporter la solution au conflit entre la VRS et les troupes militaires à Bielina. Et ces objectifs stratégiques ont été mentionnés seulement de façon marginale. Et l'accusation n'a pas d'éléments de preuve pour montrer qu'en fait, Gvero a été participé à la rédaction des objectifs stratégiques. Et chaque fois qu'on mentionne ces 6 objectifs stratégiques dans n'importe quel contexte, cela se pose toujours comme étant le sujet principal des discussions de la VRS, comme si la VRS n'avait pas d'autres sujets à discuter. Ensuite, le procureur, au paragraphe 1759 jusqu'à 1760, dans son mémoire en clôture, le procureur parle d'un séminaire à Zvornik et essaie de le relier à la directive numéro 4. Pourtant, Monsieur le Président, il n'y a pas d'éléments de preuve démontrant que cette réunion a eu quoi que ce soit pour ce qui est de la directive numéro 4. Si vous regardez la teneur de l'ordre de préparation pour ce qui est des consultations politiques et militaires à Zvornik, et page de compte-rendu, c'est la pièce P4221 et P4222, on peut voir que ce séminaire n'a été nulle part mentionné. La directive 4, Monsieur le Président, comme les témoins qui ont témoigné devant cette Chambre de première instance ont dit, représente un document confidentiel et représente le secret d'État. Targan Massal, page de compte-rendu 29055, a parlé des documents qui portent mention secret d'État, comme c'est le cas de la directive 4. Ce témoin a dit clairement que, mis à part les personnes qui participent directement à la création de tels documents, personne d'autre ne devrait pas savoir leur teneur. Les rédacteurs de tels documents sont tenus par le secret et tout ce qu'ils savent du contenu de ces documents, ils ne doivent pas les faire répandre. Ils devaient les garder pour eux. La page de compte-rendu 29055. Et, Monsieur le Président, il serait vraiment bizarre et même incroyable de voir qu'à une telle réunion à Zvornik, à laquelle il y avait beaucoup de personnes appartenant à des milieux sociaux différents, des civils, des militaires, des officiers portant de grades différents de plusieurs unités, discutent ouvertement des secrets militaires et d'État les plus confidentiels. Également, en témoignant le 25 février 2009, page de compte-rendu 32 75, le témoin Pandurevich, à la question du procureur, répond que il n'y avait pas de mention de la directive 4 à cette réunion. Aucun autre témoin n'a confirmé
qu'une directive aurait été mentionnée à cette réunion et le procureur n'a pas présenté d'éléments de preuve dans ce sens-là. L'argument utilisé par le procureur, faute de mieux, pour établir le lien avec cela est le discours du général Jivanovic, lors duquel il a mentionné des missions concernant certains endroits ou agglomérations en Bosnie. Mais cet argument n'est pas suffisant parce que les devoirs, les missions ainsi que les endroits mentionnés dans le discours du général Jivanovic ne coïncident pas avec les devoirs et les localités mentionnées dans la directive 4. D'après la pièce P4402, le général Jivanovic a mentionné les endroits suivants: Vitnica, Sapna, Teočak, Cerska, Jepa, Srebrenica, Goražde. Pour pouvoir établir un lien artificiel avec la directive 4, dans laquelle ils ne sont mentionnés que 4 de ces 7 endroits, le procureur, dans son mémoire en clôture, en faisant référence à cela, omet délibérément de mentionner ces autres 3 endroits. Donc, il parle seulement de ce qui lui convient pour essayer d'établir ce lien. Et lorsqu'on se penche sur le contexte de la phrase prononcée de Jivanovic, jette donc des doutes raisonnables pour ce qui est des choses dont on a parlé à la réunion à Zvornik. Et le procureur, d'ailleurs, admet qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve au paragraphe 1770 ou, de façon hypothétique, il dit qu'en présence de plusieurs personnes du sommet militaire et politique, les plans et les objectifs de la directive 4 auraient dû être discutés. Et je donc souligne cette syntagme aurait dû être discuté, ce qui fait que la défense invite la Chambre à se pencher sur le fait que cela n'a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable. Monsieur le Président, pour ce qui est d'établir le lien entre ces 2 réunions, le procureur donc a essayé de montrer qu'à ce moment-là, le général Gvero avait la conscience pour ce qui est de l'intention délictueuse, et j'aimerais rappeler ici la Chambre qu'avant la réunion qui a eu lieu à Bijeljina, le général Gvero a envoyé un document le 22 juin 1992. Il s'agit de la pièce 6D 129 où il donc souligne quel allait être ou devait être le traitement réservé à la population civile en Bosnie-Herzégovine, et surtout pour ce qui est des communautés ethniques différentes. Et donc, après avoir dit cela, on se pose la question s'il aurait discuté de ces objectifs stratégiques dans le sens où cela a été présenté par le procureur entre ces 2 événements. Le 16 décembre 1992, le général Gvero envoie des instructions pour ce qui est de la punition des crimes de guerre au parquet militaire. Est-ce que cela veut dire qu'il envoie les propositions selon lesquelles il aurait dû être condamné lui-même parce qu'il a parlé de la directive 4 ou parce qu'il a parlé des objectifs présentés dans la directive 4 et qui sont douteux? Dans une proposition, il a pris part à cela, et dans l'autre, il propose qu'il soit sanctionné lui-même. Monsieur le Président, maintenant, je vais aborder la participation présumée du général Gvero à la rédaction de la directive numéro 7. Cette allégation a été présentée pour la première fois dans le mémoire en clôture du procureur. L'allégation d'après laquelle le général Gvero aurait participé à la rédaction de la directive numéro 7 n'a pas été mentionnée dans l'acte d'accusation, ni dans le mémoire préalable au procès, ni dans la déclaration liminaire. La position du procureur par rapport à ce sujet a été changée par le procureur même à la fin de ce longue procédure.
Et il dit au paragraphe 1765 que Général Guerrero aurait dû participer à la rédaction de l'article parce que la soi-disant méthode complète a été utilisée. Il y avait plusieurs témoins qui ont témoigné devant cette chambre. Le président, Maître Joss, vous avez un problème? Maître Kurgovitch, je vais répéter le numéro du paragraphe, c'est 1765. Cela n'a pas été consigné au compte rendu la première fois. Le président, bien, je vous remercie. Maître Kurgovitch, parmi ces témoins, il y avait les témoins suivants: Peter Skorbitch, Mikotrevich, Nelko Terkulia, les témoins de la défense Miletic, Luba Obradovic, Novica Simic, Radko Miljanovic, Slobodan Kosovac. Pourtant, même l'analyse superficielle des dépositions de ces témoins, Maître Govitch, je vais réitérer les noms des témoins au fin du compte rendu. Petar Škrbić, Mirko Trivić, Nedeljko Trkulja, ainsi que les témoins de la défense Milotic, à savoir Ljuba Obradovic, Novica Simic, Ratko Miljanović, Slobodan Kosovac. Pourtant, l'analyse superficielle de leur déposition nous mène à la conclusion selon laquelle tous les témoins susmentionnés dans leur déposition n'ont proféré que des commentaires théoriques pour ce qui est de la façon générale qui a été utilisée pour rédiger les documents de la VRS. Et d'après ces témoins, aucun d'entre eux n'a jamais participé à la rédaction d'aucune directive. Durant toute leur carrière militaire respective. Donc, aucun de ces témoins qui ont parlé de cette directive n'était pas en position de confirmer de façon directe la thèse commune du procureur ainsi que de la défense Miletic que la directive 7 aurait été rédigée en utilisant soi-disant méthode complète. Avant tout, du titre même de la directive 7 provient sans aucun doute qu'il s'agit de la directive émanant du commandement suprême, ce qui nous amène à conclure qu'il s'agissait des méthodes particulières utilisées pour ce qui est de la rédaction de ce document. Pour ce qui est de la façon à laquelle ont été rédigées des directives en général, le procureur, dans son mémoire en clôture au paragraphe 1672, a interprété de façon erronée le témoignage du témoin du procureur Milovanovic lorsqu'il dit que les adjoints ont été consultés pour ce qui est de la création de la directive. Pourtant, Milovanovic, lors de son témoignage, a dit sans équivoque que lorsque les instructions ont été données par le commandement suprême, il n'est pas nécessaire de consulter les adjoints du commandant, ce qui exclut l'utilisation de la méthode complète. Page de compte rendu 12274 jusqu'à 12276. Du témoignage de Milovanovic, la seule preuve écrite dans cette affaire pour ce qui est de la méthode utilisée pour la création de la directive, pour ce qui est des instructions, c'est la pièce 6D 311. Ce sont les thèses pour ce qui est proposé, pour ce qui est de la rédaction de la directive 7, qui ont été proposées au président de la République Srpska pour ce qui est des mesures particulières à prendre dans la zone du corps de la Bosnie orientale. Et à la page 28610, le témoin Novica Simic a d'abord confirmé qu'il s'agissait des thèses pour ce qui est de la rédaction de la directive 7 après l'objectif de la défense Miletic. La thèse commune du procureur et de la défense Miletic pour ce qui est de l'utilisation
de la méthode complète dans la rédaction de la directive 7, si cette position était correcte, les deux témoins suivants compétents, d'après leurs fonctions qu'ils occupaient à l'époque, auraient dû être impliqués dans la rédaction de la directive. Ce sont les témoins suivants. Skurbich, commandant adjoint pour ce qui est de la mobilisation de l'état-major principal de la VRS, qui à l'époque de la rédaction de la directive 7 et directive 7.1 n'a pas du tout vu cette directive jusqu'à ce que le témoin ne lui a pas montré. Le témoin Miljanović le thème reprend, c'est la page de compte rendu 15517 et 15518. Le témoin suivant, le témoin Miljanović, qui était adjoint du général Djukic, pour ce qui est, il dit, pour ce qui est du mois de mars 1995, qu'il n'a pas vu et qu'il n'a pas non plus participé à la rédaction de la directive numéro 7. De plus, vous allez vous rappeler de la réponse du témoin Obradovic et du témoin Kosovat à mes questions qui étaient comme suit. Est-ce que, pour ce qui est de la directive, lorsqu'on la considère comme étant un document écrit, on peut déterminer quelle méthode a été appliquée pour la rédaction de tel document? Ils ont répondu que cela n'a pas été possible. Page de compte rendu 30256 jusqu'à 30258. Page de compte rendu 22 475. Mais en essayant de confirmer la théorie de l'application de la soi-disant méthode complète pour ce qui est de la directive 7, le procureur cite une partie du témoignage de Milenko Lazic au paragraphe 1775, où le témoin en question a parlé de façon générale du fonctionnement du commandement. Il n'y a aucun doute, Monsieur le Président, que le témoin Lazic a été un témoin compétent pour en parler à partir du mois de juin 1992 jusqu'au mois de mai 1993 et était adjoint du chef chargé des opérations et de l'instruction au sein de l'état-major principal de la VRS. Page de compte rendu 21 723 pièces à conviction 3178. En faisant référence à Lazic, le procureur a pourtant omis de façon délibérée de citer d'autres réponses du même témoin par rapport à la directive numéro 7 et à la directive numéro 4. En fait, le témoin Lazic a dit clairement qu'il n'avait pas de connaissance du tout pour ce qui est de la façon à laquelle la directive 7 a été rédigée. Page de compte rendu 21 807 et 21 808. Par rapport à la directive numéro 4, qui a été écrite à l'époque où le témoin même travaillait à l'état-major principal, le témoin Lazic a nié de façon directe l'application de cette méthode complète. Il a dit que la directive numéro 4 a été écrite de la part du chef de l'état-major en personne et par conséquent Lazic, donc lui-même, qu'il était membre de l'état-major et de par sa fonction, il était compétent pour ce qui est de la rédaction de tels documents. Il n'a pas été au courant des détails pour ce qui est de cette directive. Page de compte rendu 21 829. Monsieur le Président, différence par rapport à des témoins mentionnés qui n'ont jamais participé à la rédaction de directives devant cette chambre ont témoigné de personnes qui ont participé personnellement à la création de certaines de ces directives. Il s'agit de Milovanovic, témoin du procureur qui a
donc personnellement écrit la directive 9 et en témoignant, il a appelé ce document résultat de l'application de la méthode abrégée. Et cette méthode abrégée d'après son interprétation, veut dire que le commandant, chef de l'état-major général de la VRS, est officier chargé des opérations. Milovanovic, en tant que témoin de l'accusation, Monsieur le Président, aux pages de compte-rendu T. Il dit, donc aux pages 1, 2, 9, 5, il dit qu'il a donc écrit en personne cette directive. Donc ici, la méthode complète, le travail d'équipe, la participation d'autres gens. Donc, ces deux témoins ont confirmé que seulement ceux désignés par le commandant qui participent à la rédaction des directives. Le plus souvent, c'est le chef de l'état-major. Et quand on pose la question de la rédaction des directives 4 et 7, tout cela ne vaut rien, parce que ces directives sont importantes pour cette affaire. Regardez, Monsieur le Président, les dépositions du général Jukic, 6D 313 et 6D 315. Vous allez voir que ce que le général Jukic a dit pour ce qui est de la façon à laquelle les directives ont été écrites et des décisions prises à l'état-major général, et ce que Massal a dit en parlant de la directive 9, et ce que Jukic a dit en parlant de la rédaction des directives. Pour ce qui est du procureur et de l'utilisation de ses arguments, pour ce qui est de l'application de la méthode complète, se résume au fait que dans le texte même du document, il y a le point 6.1 qui n'est pas complet, mais pour le procureur, le titre, et c'est comme suit. Donc, assurer la sécurité des activités de combat au niveau moral et psychologique. Et d'après donc ce titre, d'après la défense Miletic et la logique de cette défense aurait dû émaner de l'organe chargé du moral, du culte et affaires juridiques de Gvero. Cet argument a été réfuté par les témoignages du témoin du procureur Shkrbic, page de compte-rendu 15549, ainsi que témoin expert de la défense Miletic Kosovac, page de compte-rendu 30243 jusqu'à 30246. Les deux témoins ont témoigné que, mis à part le titre, aucune partie de ce point ne relevait pas de la compétence de l'organe chargé du moral et n'a pas été écrite non plus par une personne, un militaire compétent et qualifié pour le faire. Par conséquent, et le général Gvero l'était certainement, après avoir entendu les compliments qui lui ont été conférés par le procureur, à savoir qu'il était compétent et qualifié pour s'acquitter de son travail. Monsieur le Président, non seulement qu'il n'y a pas d'élément de preuve selon lequel le général Gvero aurait participé à la rédaction de la directive 7, il n'y a pas d'élément de preuve non plus qui démontrerait qu'il était au courant de cela. Et maintenant, je vais revenir à des témoignages. Monsieur le Président, excusez-moi, il y a un problème lié à l'interprétation.
ma phrase était comme suit. Il n'y a pas d'élément de preuve selon lequel il avait été au courant de l'existence de la directive numéro 7. Je reviendrai au témoignage de Škobić et Milovanovic. Tous les deux étaient membres de l'état-major principal et ont témoigné que la directive 7 et la directive 7.1 qu'ils ne les ont pas vus. Le témoignage de Massal et de Obradović va nous aider à comprendre comment il est possible que deux membres de l'état-major principal n'ont pas vu ce document important. Comme j'ai déjà dit en parlant de la réunion à Zvornik, à la page de compte-rendu 29055, le témoin Massal parle des documents qui portent mention secret d'État ou représentent secret d'État, comme c'était le cas de la directive 4 et 7. Il explique que, mis à part ceux qui ont travaillé directement à la rédaction de tels documents, personne d'autre ne devait pas être au courant de la teneur de tels documents. On n'aurait pas dû. Le témoin Obradović explique que la directive numéro 7 a été gardée dans un coffre-fort spécial. C'est la page 28343. Et de plus, le témoin Massal explique que toutes les personnes qui participent à la création d'une directive doivent la signer en confirmant ainsi qu'ils ont participé à sa rédaction, ou bien au moins en indiquant qui a participé à sa rédaction. Monsieur le Président, si la thèse commune du procureur de la défense Miletic était correcte pour ce qui est du travail de l'équipe, pourquoi cette directive n'a pas été mentionnée, faite par l'état-major principal? Je veux dire qu'il n'a pas été prouvé, au-delà de tout raisonnable, que le général Gvero a participé à la rédaction de la directive 7 ou qu'il était au courant de l'existence de la directive 7. Pour ce qui est du rôle du général Gvero à des restrictions de l'aide humanitaire, Monsieur le Président, il n'est pas superflu de répéter encore une fois que le général Gvero n'a pas été accusé de restrictions imposées à des convois d'aide humanitaire, mais par rapport à certaines allégations aux mémoires en clôture de l'accusation, nous devons en dire quelque chose. Le procureur donc cite deux documents du mois de décembre 1994, cela veut dire hors le contexte et la période de temps couverte par l'acte d'accusation, et il essaye de les montrer en tant que moyen de preuve montrant la participation présumée du Gvero pour ce qui est de l'approbation ou autorisation pour le passage des convois de l'aide humanitaire, bien que les deux documents susmentionnés n'aient eu de lien aucun pour ce qui est des convois et de l'aide humanitaire. Ce sont des documents P4153 et P4152, et ces documents parlent, Monsieur le Président, des personnes et des véhicules qui passent la frontière entre la Republika Srpska et la Yougoslavie. Donc, c'est la route Belgrade, Sarajevo, Zvornik, Bratunac, Srebrenica, Banja Koviljača et la République Srpska. Dans les deux cas, il s'agit des informations pour ce qui est des personnes qui franchissaient la frontière d'État. Il n'y a pas de convoi du tout, de convoi humanitaire, Monsieur le Président. Il n'y a pas d'aide humanitaire non plus. Au paragraphe 1767 du moment de clôture du procureur, encore une fois, parle de l'aide humanitaire et des restrictions de l'aide humanitaire, en confirmant encore une fois, c'est sans fondement. Lorsque le témoin Kraï a expliqué
la pièce à conviction du procureur P 4036, il a expliqué, après que je lui avais posé la question, de quoi il s'agissait dans ce document. Parce que le procureur l'a tiré du contexte. C'est à la page du compte-rendu 29 378 à 29 379. Et ici, il s'agissait des réunions de la commission chargée de la mise en œuvre de l'accord de paix. Monsieur le Président, je vais vous rappeler le témoignage du témoin Kraï pour ce qui est de cette partie du compte-rendu où il a dit que le général Gvero était membre de la commission chargée de la mise en œuvre des accords de paix en Bosnie-Herzégovine. À partir du mois de décembre 1994 jusqu'à la fin du mois d'avril 1995. À l'exception faite du mois de mars 1995, lorsque, après avoir été blessé dans un accident de route, il a été absent de l'état-major principal. CT 24099, page de compte-rendu. Toutes les activités du général Gvero en tant que membre de la commission susmentionnée se sont déroulées dans la période de temps indiquée. Pendant cette période de temps, à savoir du décembre au avril 1994, à l'exception faite du mois de mars, vous allez voir que son nom a été mentionné pour ce qui est de ses activités. Quand la partie musulmane, à la fin du mois d'avril 1995, comme il est une autorité publique de façon unilatérale, a interrompu l'accord sur le cessez-le-feu, l'accord de paix a à ce moment-là été compromis. Et par conséquent, le général Gvero, dans ses activités, a vu cesser ses activités à cet égard. Dans notre mémoire en clôture, nous traitons en partie des réunions. Toutefois, je voudrais vous rappeler la pièce P2936, page 2.7 de l'accusation et l'ordre du jour qui est là. Dans son mémoire en clôture, le procureur, lorsqu'il a questionné le général Smith, a décrit celui-ci a décrit la réunion comme disant que Gvero était venu et avait parlé de l'aide humanitaire. Mais si vous regardez le point numéro 1 de l'ordre du jour, il s'agit de la continuation ou de la prolongation et l'extension de l'accord de cessez-le-feu et la cessation des hostilités. Une seule phrase du général Gvero sortie de son contexte après la partie officielle de la réunion, après que la partie officielle de la réunion ait été terminée, aide l'accusation à démontrer comment le général Gvero était impliqué dans le contexte de la restriction à l'aide humanitaire. En tant que membre de cette commission, le général Gvero a assisté à diverses réunions liées à la mise en œuvre de l'accord de paix, et à ces réunions, il a été convenu qu'il y aurait des commissions régionales mises en place dans l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine. C'est la pièce 5D 1418. Tentant d'écrire le général Gvero et d'établir un lien entre lui et les restrictions apportées au convoi d'aide humanitaire, l'accusation s'efforce par des documents manuscrits de relier, d'établir un lien entre Gvero et les pouvoirs qui étaient les siens en ce qui concerne la possibilité de limiter, de restreindre le passage des convois. Maintenant, si vous regardez le document lui-même, le P4316, vous verrez que la personne qui a écrit cette partie et qui ne sait pas de quoi il s'agit dans cette réunion, parce que ces personnes n'étaient pas présentes, cherche simplement à obtenir des renseignements des membres de la commission de façon à savoir si ce qui est dit dans le document a effectivement fait l'objet d'un accord lors de la réunion de la commission. Donc il ne s'agit pas d'une consultation, c'est une demande d'information sur le point de savoir si la question a été discutée par la commission lors de sa réunion ou pas. De plus, au paragraphe 1768 du mémoire en clôture de l'accusation, le procureur tente encore une fois de prouver que Gvero savait et qu'il avait reçu
divers documents liés au convoi, plus particulièrement le paragraphe 1767 est contradictoire et cela est caractéristique. Le procureur accepte le fait que le témoin Kral ne pouvait pas identifier les initiales apposées sur le document P4036. Toutefois, néanmoins, il dit que le général Guerrero a bien paraphé le document, ainsi que les documents suivants, P4038, P4015, P4039, P3999 et P4040. L'accusation a essayé d'établir un lien entre ceci en comparant les dites initiales de paraphe sur le P4036 avec une autre, comme il a dit, étant caractéristique d'un jeu d'initiales sur un document qui remontait à 1992 et qui était lié au traitement des civils et des journalistes. Et il s'agit de 6D 129, et puis il y a un autre document de 1995 qui concerne une mission de paix. Arrêtons-nous un instant sur le document 6D. D129 je kopija 129. Pour le moment, c'est ce document lui-même que vous voyez. C'est un document que Guerrero a compilé et envoyé au corps. Le 6D 129 est une copie de ce qui a été reçu dans l'un des corps par téléscripteur. Donc ils ont reçu un télégramme en fait. Il serait tout à fait inutile et illogique que le général Guerrero ait envoyé ce document au corps depuis l'état-major principal et que quelqu'un l'ait reçu au corps et ensuite confirmé en le paraphant sa réception, la réception de son propre document. Nous voudrions souligner à ce stade qu'il est tout à fait inadmissible que l'accusation tente de cette manière à établir un lien entre le général Guerrero et les documents que je viens de mentionner. Si le procureur voulait prouver et démontrer la participation de Guerrero par son paraphe, il aurait dû et il aurait pu appeler tout au long de ce long procès un expert en écriture manuscrite qui aurait analysé l'écriture de Guerrero du point de vue professionnel et qui aurait présenté ses propres conclusions à ce sujet. L'accusation a délibérément omis de le faire, et ceci, et pas seulement ceci, l'accusation a eu toutes les possibilités au cours de l'audition du témoin Kral de poser directement la question au témoin sur ce point précis, et en fait, sur la question de la signature de Guerrero, et c'est l'objection que j'avais soulevée à l'époque. Et il avait été suggéré par le président de la Chambre de première instance, qui avait suggéré cela. Le procureur, une fois de plus, a décidé de ne pas le faire. Et ceci figure à la page 29346 du compte-rendu. Donc, faute d'éléments de preuve contraignantes, le procureur devine et dit que ces initiales sont celles du général Guerrero. Ceci est insuffisant parce que tout au moins, il y a un doute raisonnable sur le point de savoir à qui appartiennent ces initiales. En réalité, Monsieur le Président, pour établir un lien entre la participation du général Guerrero au travail de la Commission pour la mise en œuvre de l'accord de paix et approuver l'aide humanitaire, il n'y a absolument aucun lien parce que quel serait le critère de la preuve? Ceci voudrait dire que quelqu'un est coupable d'avoir essayé de mettre en œuvre un accord de paix qui vise à réaliser la paix. Est-ce que ceci est une culpabilité? Est-ce que ceci est blâmable? Monsieur le Président, je m'arrêterai ici. Tels sont les faits exposés par moi en ce qui concerne les allégations du procureur, et mon confrère reprendra. Je vous remercie. Le Président, merci, Maître Kergovitch. Maître Josse. Les membres de la Chambre se consultent.
Sorry about that. Le président, excusez-moi, j'essaye de faire en sorte que les conditions dans la salle d'audience soient plus confortables, Maître Joss. Moi-même, étant sur le point de prendre la parole, j'apprécie particulièrement ceci, Monsieur le Président, et je suis sûr que le greffier va déduire ça du temps qui nous est imparti. Monsieur le Président, il y a seulement un seul sujet dont je vais traiter de façon détaillée, et après cela, quelques-unes que je traiterai absolument en passant. La question que je vais traiter un peu en détail est évoquée au paragraphe 282, page 204 du mémoire de la défense, où il est dit ceci. La défense dit, comme point de départ, que Guerrero n'a pas dit qu'il voulait que l'enceinte de Potocari et les zones avoisinantes soient pilonnées. De tout cela, tous ceux qui sont concernés, intéressés, peuvent en être sûrs. Eh bien, Monsieur le Président, la défense trompait à ce sujet parce que dans son mémoire en clôture, l'accusation sur ce point précis commence par essayer de présenter et de faire admettre cette ligne qui est inexacte de façon patente, au paragraphe 1781. C'est faux parce que heureusement pour Guerrero, les musulmans avaient enregistré cette conversation et l'avaient consignée mot à mot. Il s'agit de P2374. Et le simple fait, en l'occurrence, c'est que Guerrero n'a tout simplement pas dit ce que Nicolai avait allégué et ce qui, d'une façon extraordinaire, l'accusation a continué d'alléguer dans son mémoire. C'est à peu près comme s'il n'avait pas lu le contre-interrogatoire de ce témoin. Maintenant, l'accusation poursuit dans son mémoire et essaye de justifier ceci en citant la note de débriefing de Nicolai pour le 18 septembre 1995 et de façon tout à fait connexe, citant la note de bas de page 4309 qui fait partie du dossier, le document en fait de la note de bas de page 4308 en fait ne fait pas partie des éléments de preuve présentés. La même chose s'applique pour la note de bas de page 4306. Mais pour en revenir au point de fond, l'utilisation par l'accusation de cette note de débriefing est sans effet. Je répète ce que j'ai dit. Nous savons d'après le compte-rendu de la pièce P2374 que Guerrero n'a pas dit ce qu'on allègue dans la note de débriefing. La note de débriefing dit ceci, guillemets, bombarder le flot de réfugiés, l'enceinte de Potocari, fermez les guillemets. Le fait que Nicolai se soit trompé sur ce point montre à quel point il se trompe et à quel point on ne peut guère se fier à ce qu'il dit. Ceci lui a été démontré, comme je l'ai déjà dit, lors du contre-interrogatoire. On lui a démontré qu'il avait tort. Et je l'ai déjà dit, et je ne m'excuserai pas de le répéter, il n'y a rien, si ce n'est de bizarre, que l'accusation continue à affirmer, à répéter ce point. Nous poursuivrons en disant que ceci est un exemple très patent de ce que M. Tailleur, dans ses arguments en clôture, a allégué que la défense accusait faussement le général Nicolai, à savoir de parti pris. Maintenant, c'est ou bien une question d'extrême confusion, ou bien les deux. Vous m'avez entendu présenter certains arguments concernant les témoins internationaux. Ce que je dirais concernant le général Nicolai, c'est en répondant à l'argument de M. Tailleur, page 34080, où il a contesté ce qu'il avait appelé une attaque absolument très basse et personnelle contre Nicolai. Il soutient qu'il n'y avait aucune preuve de la partialité de Nicolai. Eh bien, nous suggérons que l'erreur à laquelle on vient juste de faire allusion le démontre tout au moins comme une possibilité. Mais M. Tailleur, en défendant le général Nicolai,
présente quelque chose d'assez extraordinaire qui est en fait en contraste avec ce que le général Nicolai a dit et ce que M. Taylor dit à l'appui par rapport à ce que le général Smith a dit. Rappelons-nous, le général Smith était le supérieur direct de Nicolai, Nicolai était son chef d'état-major, et le général Smith, dans toute son attitude, à l'égard de l'inimitié concernant la direction des Serbes de Bosnie, c'était quelque chose qu'il acceptait, vous pouvez le penser. Par exemple, il aurait dit, et ceci fait des éléments de preuve, qu'il n'était pas prêt à négocier avec Mladic en juin 1995, tandis que, par exemple, il acceptait des extraits de ceci, enfin du livre de Smith, le président. Qui cela pour le compte-rendu, Maître Yoss? Le général Janvier. Il acceptait, c'est-à-dire Smith, des extraits du livre qui lui avait été présenté, pièce 6 d 186. Il avait dit dans des termes qu'il était en guerre et que peut-être, je devrais dire, il était effectivement en guerre contre Mladic, et on trouve ceci au compte-rendu 17 749. Vous n'oublierez pas la citation du journal de Fortin et la mention du 10 juillet 6 d 165 dont on a traité en audience à huis clos partiel, que je ne répéterai pas, mais on la trouve à la page 17785 à 86 du compte-rendu. Lorsque vous gardez ceci à l'esprit, et ce que disait le supérieur du général Nicolai, est-ce que M. Taylor veut sérieusement dire qu'il n'y a pas la moindre possibilité raisonnable que le général Nicolai ait été quelque peu de parti pris et qui n'avait pas perçu les choses de la façon très nette qu'allègue M. Taylor? Veuillez, s'il vous plaît, garder à l'esprit, lorsque vous aurez à apprécier la déposition du général Nicolai. Maintenant, tandis que sur la question de la menace alléguée, sur la question de la menace alléguée, nous voudrions dire ceci. L'accusation se fonde, page 34 709, sur la déposition de Nicolai, selon laquelle c'était la menace de Gvero qui l'avait fait décider d'arrêter les frappes aériennes. Nous suggérons que ceci est une preuve très claire qui conduit à un doute raisonnable sur ce point. Ceci est exposé dans notre mémoire à la page 205, paragraphe 286, et en particulier en ce qui concerne la déposition de Fortin, selon lesquelles les frappes aériennes avaient été suspendues à la suite et comme résultat des menaces de la VRS à 14 heures, lu à la radio et enregistré par NCO. Il s'agit également des pages 205 à 206 de notre mémoire, au paragraphe 287 à 289, à savoir que c'était cette menace qui avait conduit à cesser les frappes aériennes, et il ne pouvait pas se rappeler avec certitude si oui ou non cette menace avait été transmise par Gvero. Dans l'absence de toute certitude, nous suggérons, pour ce qui est du principal témoin de l'accusation, que tout doute doit être accordé à l'accusé. Puis, à 34 079, nous avons M. Taylor qui à nouveau affirme qu'il devait savoir. Et ceci dans le contexte des autres menaces. Nous voudrions dire que ceci est une pure spéculation, qu'il n'y a aucun élément de preuve à ce sujet, que c'est un argument rhétorique de la pire espèce, et en fait que ceci est fortement nuisible et tout à fait impropre venant de la part d'un procureur. Maintenant, Monsieur le Président, l'accusation elle-même reconnaît, la page 34 079, la page suivante, qu'au moment de la deuxième conversation, celle qui était avec le général Gobillard, les frappes aériennes avaient déjà été suspendues. En admettant cela, nous suggérons qu'ils acceptent que la deuxième conversation de Gvero ne pouvait pas équivaloir à une menace d'aucun type contre Gobillard pour ce qui était de prendre une action décisive concernant, une décision concernant les frappes aériennes. Sur ce point, comme la Forprenue avait déjà pris la décision à l'époque de cette discussion. Et au paragraphe 280-281 de notre mémoire, vous verrez l'affirmation de la thèse de l'accusation sur ce point, vous verrez qu'elle a changé. Au début, cette thèse, en particulier selon l'acte d'accusation, était qu'on parlait d'un commandant unique. C'était une
une menace contre Nicolas et pas contre Gobillard. Alors, il ne faut pas leur permettre de modifier la situation selon nous. Ils ne peuvent tout simplement pas retrancher et changer leurs arguments de cette manière. De manière connexe, mais sur un sujet quelque peu différent, et il y a l'avertissement que le général Gvero a adressé immédiatement au corps de la Drina, immédiatement après ses conversations du 11 juillet, que l'on trouve à 6D 207. Les deux parties ont exposé leur position dans leur mémoire, et M. Tailleur a mentionné ceci dans ses réquisitions. Nous suggérons que la thèse de l'accusation, en ce qui concerne ce document, est en fait de dire que ce qui est noir est en fait blanc. Ils disent que Gvero ne veut pas véritablement dire ce qu'il dit dans ce document. Eh bien, bien entendu, il est très facile pour eux de dire cela, mais il est très difficile de le prouver. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'ils prouvent au-delà d'un doute raisonnable. Et nous voulons dire qu'il ne s'en approche même pas. Bien entendu, M. Tailleur, ce que M. Tailleur omet de traiter dans sa discussion rhétorique de la question, c'est que leur propre expert sur ce sujet, parce que M. McCloskey avait posé la question à M. Butler sur ce document, et voici ce que M. Butler avait dit, je le cite, « Ceci est un bon exemple d'une bonne idée militaire qui a été dépassée par les événements », fin de citation. Ceci à la page 19801. Et M. Butler a confirmé ceci à nouveau lors du contre-interrogatoire, page 20722, une bonne idée militaire, Monsieur le Président. Comment donc est-ce que ceci pourrait être criminel et sous plusieurs aspects, comme l'allègue M. Tailleur dans ses arguments. Maintenant, Maître Fauveau a fait référence aujourd'hui à ce document dans ses arguments, dans ses conclusions, ceci en contraste avec l'ordre prétendu de Gvero P45. Elle a décrit le document 6D 207 comme étant un ordre. Selon nous, ceci est une description inexacte du document et c'est l'une des manières dont nous pouvons établir une différence entre P45 et 6D 207 dans nos arguments complets en ce qui concerne P45. Bien entendu, on peut retrouver ça dans notre mémoire aux pages 216 et 221. Je ferai une légère digression pour en traiter. L'autre point dont je voudrais parler maintenant, bien que ce soit sur une question connexe, c'est quelque chose par quoi M. Tailleur a terminé et qui était la conversation interceptée enregistrée entre Gvero et un homme appelé Soubarin, le P1134, dont il est question à la page 134, paragraphe 39 de notre mémoire, et nous disons qu'il y a quelques analogies entre ceci et le 6D 207, non pas du point de vue du document et de l'écoute, mais de la façon dont l'accusation les a traités. Simplement, ils disent, et je ne m'excuserai pas encore pour utiliser le même langage, que ce qui est noir est en fait blanc, et il ne peut pas vous donner le moindre motif pour lequel ils disent pourquoi noir est en fait blanc. Ils se bornent à jeter comme de la boue, et c'est bien ce que c'est de la boue jetée au général Gvero, et ils espèrent que ça va coller, que ça va rester. Bien entendu, il faut qu'ils disent ceci, parce que sans ça, leur thèse tout simplement n'a plus aucun sens. Et gardons ceci à l'esprit, la charge de la preuve et les critères à appliquer pour la preuve, nous en assurons, vous n'auriez aucune difficulté à rejeter cette sorte de conception d'approche de l'accusation. Et je vais donc maintenant parler de quelques autres questions très brièvement. Je pense qu'il y en a une dont on peut traiter juste avant la suspension de séance, et il s'agit de la prétendue écoute de la conversation entre le général Gvero et Radovan Karadzic. Il en était question, et c'est à la page 34082, et l'accusation s'était plainte du fait que les indications du compte-rendu sur lesquelles nous nous fondions ne mentionnaient pas, enfin, il se plaignait du fait que nous avions faussement décrit 6D 14 et 6D 15, à savoir
les écoutes auxquelles nous nous référons dans notre mémoire. La Chambre de première instance peut être bien sûr de l'accusation de la teneur de ces écoutes. Ils ont été entendus complètement par le témoin intéressé PW 145 au cours de sa déposition et il a confirmé de façon explicite, page 7264, que leur teneur était identique aux conversations des conversations interceptées, enregistrées, des écoutes. Maintenant, en tant que telle, bien que la partie de la conversation qui concerne Gvero comme vous pouvez le voir, nous sommes sûrs que nous pouvons vérifier de façon indépendante ces interceptions au nom de Karadzic mentionnées par les participants au cours de la conversation. Excusez-moi, l'interprète ralentissez s'il vous plaît. Vous pouvez donc être sûr que nulle part dans ces écoutes on ne mentionne le nom de Karadzic, que ce soit par les participants au cours de la conversation ou par l'opérateur au début de la communication. Nous suggérons, comme ceci est énoncé dans notre mémoire aux pages 193 à 202, que PW 145, la prétendue identification par le témoin PW 145 de Karadzic comme étant le correspondant dans cette conversation, et le fait que ceci apparaît dans les titres de P1096 et de P3276, à savoir les transcriptions de ces écoutes sur lesquelles se fonde l'accusation, que ça peut être basé sur une série d'hypothèses erronées et qu'on ne peut pas se fonder dessus pour éviter un doute raisonnable. Il est significatif que le témoin PW 145 a admis au cours de sa déposition en personne qu'il ne pouvait pas être sûr de qui étaient les participants à la conversation, qui étaient les correspondants. Brièvement sur ce point, 34 083, M. Tailler a qualifié l'une de ces discussions, et je pense que c'était P1096, comme étant brève, nette et polie, et dit que ceci établit qu'il s'agissait d'un appel avec Karadzic, quelqu'un avec qui... Bon, je n'ai pas ici la citation sous les yeux, mais il s'agit, vous avez la référence de la page. Nous faisons valoir que la déposition de Skierbic dit exactement, diamétralement, le contraire de l'affirmation de M. Tailler. Skierbic a décrit que cette communication était un échange amical et était symptomatique de rapport plein de respect. Et ceci est énoncé dans notre mémoire au paragraphe 261, page 1934. Nous disons que ceci ne pouvait pas s'appliquer à une conversation entre Gvero et Karadzic pour des raisons que la Chambre de première instance connaît bien. Avec votre permission, peut-être pourrions-nous suspendre l'audience. Président, nous suspendons pour 25 minutes. Merci.